Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le gouvernement dévoile le nouveau barème simplifié de l'impôt sur le revenu pour 2007. Le nombre de tranches est réduit de 6 à 4. Le taux maximum est de 40%. Les 2/3 de la baisse devraient bénéficier aux classes moyennes. Les chefs d'État du monde entier sont réunis à New York pour le 60e anniversaire de l'ONU. Le sommet s'est ouvert tout à l'heure. Il sera question de terrorisme, de développement et aussi de la réforme des Nations Unies qui semble mal partie. En l'absence de Jacques Chirac convalescent, c'est Dominique de Villepin qui représente la France. Après Katrina, voici Ophélia. Le cyclone atteindra dans les heures qui viennent les côtes américaines. Il est beaucoup moins puissant que son prédécesseur, mais des milliers de personnes sont tout de même en train d'être évacuées. La mort pour une altercation dans un quartier HLM de Reims. 2 jeunes filles de 17 et 20 ans ont reconnu avoir tué un homme handicapé de plusieurs coups de couteau. Le procureur évoque un acte gratuit. L'étude annuelle de l'OCDE sur l'éducation dans les pays développés. La France est mal classée pour l'enseignement supérieur, mais bien placée pour le secondaire. Dans le primaire, 1 enfant sur 6 achève encore sa scolarité en situation d'échec. C'est le dossier de cette édition. Enfin, la fabrication du plus grand télescope spatial jamais réalisé avec un miroir géant de 3,50 m de diamètre. Il est conçu en France, à Toulouse. L'engin sera lancé en 2007 et permettra de scruter, si tout va bien, la formation des premières étoiles. Et avant de développer ces titres, on commence avec l'Irak. La violence est quotidienne là-bas, mais on n'avait jamais vu ça. 11 attentats suicides, 11 kamikazes qui se sont fait sauter presque simultanément à Bagdad. Il y a près de 150 morts. C'est la journée la plus meurtrière depuis la chute de Saddam Hussein. Christian Autain. Comme chaque matin, on se bouscule sur la place de ce quartier chiite de Bagdad. Des ouvriers venus chercher du travail pour la journée, lorsqu'ils sont fauchés par une violente déflagration. Selon un témoin, le kamikaze arrivé en voiture a d'abord attiré les ouvriers en leur proposant du travail avant de déclencher sa bombe. La voiture piégée visait volontairement des civils. Toutes les victimes sont des ouvriers du bâtiment et la plupart venaient de province. Un carnage. En l'espace de quelques heures, 10 autres attaques frappent l'Irak. C'est l'une des journées les plus sanglantes depuis le début de la guerre. Au moins 148 personnes sont tuées et plus de 230 blessés. La signature comme une évidence, Al-Qaïda. Dans un communiqué, l'organisation terroriste affirme avoir voulu venger ses martyrs tombés à Tal Afar. Tal Afar, une ville rebelle sous le feu des forces irakiennes et américaines. Cette vague de violence intervient au lendemain de la rencontre à Washington entre le président irakien Talabani et George Bush, un président américain qui feint d'ignorer la dégradation de la situation en Irak. L'Irak va rejoindre sa place parmi les démocraties de ce monde. Les ennemis de la démocratie seront vaincus. Que pèse cette détermination face à ceux qui plongent le pays dans le chaos? Ces groupes qui filment leurs attentats suicides ont promis d'empêcher par tous les moyens le référendum sur la nouvelle constitution le 15 octobre prochain. Et dans une bande audio mise en ligne il y a 1 heure sur un site internet islamiste, le chef d'Al-Qaïda en Irak, le Jordanien Zarqawi, annonce une guerre totale contre les chiites. Les chiites qui représentent, vous le savez, 60% de la population. En France, on en parle depuis plusieurs jours. Le gouvernement a finalement rendu sa copie sur l'impôt sur le revenu. Le barème est donc simplifié. Le montant global est allégé. Si vous faites partie des 50% de ménages qui paient cet impôt, voici les nouvelles tranches qui vont servir de base au calcul. Julien Beaumont, Alexandre Cara. C'est une réforme très attendue. L'impôt que nous paierons en 2007 comptera 5 tranches au lieu de 7, avec un plafond des non imposables qui passe à 5 514 € au lieu de 4 334 aujourd'hui. Ensuite, le taux est de 5,5%, 14% au-dessus de 10 847 € de revenus, 30% à partir de 24 432 €. Enfin, dernière catégorie, le taux sera de 40% au lieu des 48% actuellement. Non seulement ce système est juste, mais qu'en plus il est simplifié et qu'enfin il est un élément très favorable à l'attractivité de la France par rapport aux autres pays. Ce nouveau barème replace la France dans le peloton européen. Avec un taux minimum de 40%, nous voilà comme les Anglais, mais à un niveau bien plus intéressant que les Pays-Bas, de quoi limiter l'évasion fiscale. Autre nouveauté, la suppression des 20% d'abattement. Côté avantages fiscaux, ils sont maintenant limités à 8 000 €. Enfin, la somme de tous les impôts directs ne pourra pas dépasser 60% des revenus. 125 000 personnes sont concernées.
Cette réforme doit, selon le gouvernement, profiter aux classes moyennes. Ce n'est pas l'avis de l'opposition. Ceux qui sont concernés sont davantage les plus fortunés de nos concitoyens et ceux qui paient l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette réforme a un coût, 3,5 milliards d'euros en moins pour le gouvernement. Où trouver cette somme? Réponse en 2007, année de l'élection présidentielle. Voilà, 3,5 milliards en moins pour le gouvernement, 3,5 milliards en plus pour les contribuables. Le gouvernement qui, on l'a entendu, parle d'une baisse ciblée en priorité sur les classes moyennes. La gauche, on l'a entendu aussi, évoque une mystification. Alors qui va précisément bénéficier de cette réduction? Élément de réponse, David Boéry, Florence Grandon. Encore 5-10 minutes, d'accord? Bon, moi je vais m'occuper des impôts. Cette mère de 3 enfants est directement concernée par la réforme des impôts. Avec son mari, ils ont déclaré l'année dernière près de 61 000 € de revenus annuels. Avec le nouveau barème, cette famille va changer de tranche. Son taux marginal d'imposition devrait passer d'un peu plus de 42% à 30%. En 2005, cette famille a payé 3 140 € d'impôts. En 2007, la note passerait à 2 890 €, soit 250 € d'économie. Ces 250 €, c'est une somme dans l'absolu, un chiffre qui est intéressant, mais quant aux répercussions que ça peut avoir sur notre vie quotidienne, je ne suis pas certaine d'en voir les effets positifs. Autre exemple, cette jeune femme commerciale pour un réseau de boulangerie. Elle gagne un peu plus de 3 000 € bruts par mois. Elle est célibataire. Son taux marginal d'imposition est aujourd'hui au-dessus de 37%. Avec le nouveau barème, il passera à 30%. Cette année, elle a payé 5 724 € d'impôts. En 2007, elle en paierait 5 554, soit 170 € de moins. Je m'attendais à une baisse beaucoup plus spectaculaire. 170 € sur la somme que je paye actuellement, pour moi, bon, évidemment c'est intéressant, c'est toujours revu à la baisse, mais bon, on peut mieux faire. Quelle que soit la somme, ces réductions d'impôts devraient donner un peu d'air aux 16 millions de foyers fiscaux imposés. Et le gouvernement espère que cet argent sera utilisé pour consommer. Et rappelons que ce nouveau barème ne sera pas en vigueur pour l'impôt payé en 2006, mais seulement en 2007. Certains noteront qu'il s'agit de l'année de l'élection présidentielle. New York va rester le centre du monde pour quelques jours. La plupart des chefs d'État de la planète sont arrivés là-bas pour assister au 60e anniversaire de l'ONU. La séance solennelle a commencé tout à l'heure. Jacques Chirac, vous le savez, n'y assiste pas. C'est Dominique de Villepin qui l'a remplacé. Sur place, Jean-Baptiste Prédaly, Francis Forget. Un remplacement peut-être, mais Dominique de Villepin semble avoir voulu y rajouter sa marque. Une accolade, par exemple, au secrétaire général de l'ONU. Les tête-à-tête prévus entre Jacques Chirac et d'autres chefs d'État ont été annulés. Restent les poignées de main, plus quelques mots avec Vladimir Poutine. Et puis au Conseil de sécurité, une rencontre attendue avec George Bush. Certes, le contact est rapide, mais au même endroit, le 14 février 2003, Dominique de Villepin s'était opposé aux États-Unis et à l'intervention en Irak. Aujourd'hui, pour les 60 ans de l'ONU, le ton était nettement plus consensuel. Devant nos peuples, devant tous les peuples, ne cédons pas à la division et à l'inaction. Acceptons le débat et la critique. Chacun de nous affirme sa vision, défend ses intérêts. Chacun de nous a son histoire et sa culture. Mais ici, quelque chose nous dépasse et nous rassemble. 2 jours aux Nations Unies, le temps pour Dominique de Villepin de retrouver ses réflexes de diplomate. Mais parler au nom de la France devant près de 150 chefs d'État et de gouvernement, c'est utile pour une stature d'homme d'État, c'est aussi bon pour une image de présidentiable. Et on le disait, il sera beaucoup question dans les heures qui viennent de la réforme de l'ONU, même si pour l'instant le projet se résume à une déclaration de bonnes intentions. L'ONU, souvent brocardée depuis 60 ans pour son impuissance ou sa bureaucratie, l'organisation doit trouver un second souffle. Jean-Marc Ilouz. Plus jamais ça. En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances victorieuses rédigent une charte des Nations Unies censée préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il faut maintenant déclarer ouverte la première séance de la première Assemblée des Nations Unies. La construction du Palais de Verre à New York interviendra un peu plus tard grâce à un chèque de 8 millions de dollars signé Rockefeller. La première mission, c'est la Palestine. Ce sont les Nations Unies qui permettront le cessez-le-feu israélo-arabe de 1949.
Le terme casque bleu apparaîtra en 1956 à Suez avec les premiers soldats de la paix venus séparer forces égyptiennes et coalitions franco-britanniques sur les bords du canal. Partout ailleurs, la guerre froide oppose occidentaux et soviétiques dans le tiers-monde comme à l'ONU. Ici, le président soviétique Khrouchtchev met les points sur les i pour dénoncer la partialité du secrétariat général de l'ONU. Mais l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Elle ne pourra empêcher deux guerres israélo-arabes, tout juste faire adopter des résolutions plus ou moins bien appliquées. En 1974, elle affirme son rôle politique en faisant applaudir un Yasser Arafat, pourtant considéré comme un terroriste par les Israéliens. En 1989, la chute du mur de Berlin met fin à l'esprit de guerre froide et fait rêver à un nouvel ordre international, surtout après l'expulsion de l'Irak du Koweït. En revanche, en 2003, l'ONU déclarera publiquement illégale la guerre lancée par les Américains. Au registre des grands succès de l'ONU, l'organisation d'élections libres, comme ici en Afrique du Sud. Mais le massacre de 800 000 Tutsis au Rwanda, puis celui de 8 000 musulmans à Srebrenica en Bosnie, témoigneront de l'inertie de l'ONU en l'absence de volonté politique. Ne vous abandonnons pas! Qualifiée naguère de machin par le général de Gaulle, l'ONU conserve 60 ans après les mêmes institutions. Entre-temps, le nombre de ses membres est passé d'une cinquantaine à près de 200, avec des géants comme le Brésil ou l'Inde. Et tôt ou tard, elle devra trouver le courage de s'adapter. Oui, le cœur de la réforme concerne précisément le Conseil de sécurité et l'intégration de ces puissances qui ont émergé depuis 60 ans, Japon, Allemagne, Inde ou Brésil. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé sur le sujet. Toujours aux États-Unis, ils ont des noms très poétiques, mais ils sont redoutables. Les cyclones se succèdent donc sur les côtes du sud du pays. Après Katrina, voici Ophélia. Il est beaucoup moins puissant, mais après le drame de la Nouvelle-Orléans, toutes les précautions sont prises. Ophélia devrait atteindre la Caroline cette nuit ou demain matin. Philippe Visserias. Une pluie violente, des vents soufflant à 120 km/h. Ce soir, l'avant-garde du cyclone Ophélia atteint déjà les côtes de Caroline du Nord. Par précaution, plusieurs ponts sont fermés. Et dans les îles les plus exposées, les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de 20 000 personnes. Partout, on barricade les maisons. Les images de chaos provoquées par l'ouragan Katrina il y a 2 semaines sont dans tous les esprits. J'ai 2 petits-enfants avec moi, je me sens responsable et donc il faut évacuer. Centre d'hébergement improvisé, soldats de la garde nationale arrivés en renfort, un dispositif conséquent que les autorités justifient ainsi. Mieux vaut trop se préparer que pas assez. Ophélia progresse lentement vers les côtes. Les vents se renforcent et dans 24 heures, le gros du cyclone pourrait frapper la Caroline du Nord. Seul élément réconfortant, les autorités américaines estiment qu'Ophélia devrait être beaucoup moins ravageur que le désormais célèbre ouragan Katrina. Et tout à l'heure, à la tribune de l'ONU, le président George Bush a remercié le monde pour l'aide apportée en Louisiane et dans le Mississippi. Plus de 115 pays ont offert de l'assistance. Il y a les secours aux familles. Il y a aussi le pompage et la rénovation des digues. On a appris aujourd'hui qu'à la Nouvelle-Orléans, elles seront reconstruites, ces digues, à l'identique. Envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Bruno Giraudon. Des sacs de sable pour colmater les brèches. 8 tonnes à chaque rotation. Voilà 15 jours que ces hélicoptères se relaient du matin au soir dans le ciel de la Nouvelle-Orléans. Il s'agit de stopper l'écoulement des eaux qui se poursuit jusque de l'autre côté de la digue. Ici, le béton s'est effondré sur 50 mètres avant de servir de projectile. Lorsque l'eau est arrivée, c'était un mélange de pierre et de boue. C'était vraiment un courant indescriptible qui a tout emporté sur son passage. Nous sommes sur la digue de la 17e rue à l'entrée du lac Pontchartrain. Ici, l'épaisseur du mur n'excède pas 30 cm et l'on va reconstruire selon les mêmes procédés, mais avec des matériaux a priori plus solides. Malgré la violence de l'ouragan Katrina de catégorie 4, le dispositif restera le même. Le système de défense a été prévu pour un ouragan de catégorie 3. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus fort. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. C'est sûr, avec plus d'argent, on aurait pu faire mieux. Le génie militaire n'a pas fini de nettoyer et a mis en place un système de pompage de 3000 m3 secondes, insuffisant.
Ces maisons resteront englouties. Dès lors, ces ingénieurs préviennent des risques à venir. Si jamais on décide de reconstruire, il est impératif de repenser totalement la protection de la ville. On sait déjà qu'au moins 160 000 maisons englouties devraient être détruites. Malgré les efforts consentis, il faudra encore du temps pour assécher la totalité de la ville. Les autorités locales espèrent y parvenir d'ici le début du mois d'octobre. Retour en France avec ce fait divers à Reims qui illustre la banalisation de la violence. C'est en tout cas l'analyse du procureur qui parle d'actes gratuits. 2 jeunes filles de 17 et 20 ans ont tué un homme handicapé à coups de couteau au pied d'une tour HLM. Elles étaient ivres. Elles ont expliqué qu'il leur avait offert de prendre un verre chez lui, ce qu'elles ont pris comme un manque de respect. Zindine Boudaoud, Chloé Lecomte. Des mots simples sur un morceau de carton, un hommage à Cédric Coupermans, tué à 35 ans dans cette cité populaire de Reims. Un crime sordide, incompréhensible selon ses amis. Il boitait, il avait un bras qui ne pouvait pas se servir, il boitait, il était mi-pégique. Je ne vois pas pourquoi on tabasse des gens comme ça à mort, je comprends pas ça, je comprends pas. Ah ouais, vous comprenez pas? C'est quoi que vous interrogez là? Les gens et tout? Ouais, bonjour. Ouais, c'est pour mon collègue, c'est pour notre collègue qui est mort. Votre collègue qui est mort? Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Ton collègue qui est mort, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais. Vous dites que ma sœur elle l'a tué comme ça sans raison? Non, 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 il n'y a pas de raison. Déjà, moi je vous dis, ma sœur elle a couru, elle a crié, elle s'est fait agresser, ma sœur. Elle s'est défendue déjà. Ton collègue c'est un drogué. C'est un camé, moi je connais. Mais très vite on nous empêche de filmer. Ton collègue. C'est quoi votre... Cédric Coupermans est tombé là, d'abord sous les coups de poing et de pied de la mineure et de sa copine âgée de 20 ans. Les 2 filles vont ensuite chercher chez elles un couteau de cuisine. La plus jeune aurait enfoncé sa lame à 5 reprises dans le corps de la victime. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai entendu un bruit qui disait que bon, je vais tuer, et donc j'ai descendu et j'ai vu que bon, il y a une personne qui était à plat ventre, et une fille qui était, que la police ils viennent de l'interpeller, et cauchemar quoi. Les 2 suspects ont avoué, toutes les 2 ont frappé l'homme, mais seule la mineure l'aurait poignardé. Il les aurait invitées chez lui. Elles n'ont pas supporté ce qu'elles ont pris pour des avances. Elles étaient bourrées, et puis comment dire, je sais pas, qu'elles avaient tué quelqu'un. Les 2 copines ont été mises en examen, l'une pour assassinat, l'autre pour complicité. Le procureur de la République a requis leur incarcération. Une nouvelle affaire d'occupation de cages d'escalier. C'était à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Les locataires de cet immeuble dénonçaient le bruit, les nuisances, les crachats, les odeurs d'urine. Mais ils n'avaient jamais osé porter plainte. C'est la société HLM qui l'a fait. 3 hommes ont été condamnés à des peines allant de 400 € d'amende à 2 mois de prison ferme. Anouk Burel, Catherine Juste. Ils se retrouvent tous les jours au pied des immeubles, dans une cité de Bondy. Souvent sur des bancs, parfois dans des cages d'escalier. 3 de leurs amis, âgés d'une trentaine d'années, squattaient ici, au numéro 7. Bière, bruit, morceaux de verre, fumée. Les voisins se sont plaints. Les 3 hommes viennent tout juste d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny. Pour un hall et tout, squatter c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a des plus grands délits, je sais pas. J'avoue, devant le hall c'est moche, c'est pas bien. Mais on n'a que ça. Donc maintenant on reste devant les halls. Et malgré la loi Sarko, on sera encore devant les halls. Des pétitions ont circulé dans l'immeuble. Certains locataires parlaient d'un enfer, d'autres voulaient simplement qu'ils partent. Surtout qu'ils dégagent des sites d'immeubles, c'est tout. Vous vouliez surtout qu'ils partent et pas forcément qu'ils aillent en prison? Voilà, non, prison je ne souhaite pas, non. Bon, moi c'était des garçons, je connaissais un petit peu, qui n'étaient pas méchants du tout, mais c'est vrai que des fois ça dégénérait un petit peu au niveau de la saleté, quoi. Ils faisaient quoi par exemple? Des bouteilles cassées. Donc c'était un peu sale par terre et puis bon, les bouteilles cassées ça pouvait être dangereux. L'un des 3 hommes écope de 2 mois de prison ferme car il était sous le coup d'une précédente condamnation. Les autres sont condamnés à une peine avec sursis et une amende. C'est la 4e fois que des squatteurs d'immeubles sont condamnés depuis les lois Sarkozy. Un mot de cet incendie d'une gendarmerie dans l'Isère, on l'évoquait hier. Eh bien, sachez que finalement, sur les 12 personnes interpellées, 11 ont été relâchées. L'auteur présumé sera présenté au juge. Il est majeur et il aurait mis le feu par vengeance parce que 2 de ses amis étaient en garde à vue au moment des faits.
Le congrès national des sapeurs-pompiers s'est ouvert aujourd'hui à Bourges. Au menu, le volontariat. Ils sont près de 200 000 en France, hommes et femmes, qui doivent concilier leur engagement et leur profession. Et puis on y a parlé aussi des nouvelles techniques, notamment pour améliorer la rapidité d'intervention des pompiers. Voici l'une de ces techniques. Elle concerne la sécurité routière. Un système d'alarme directement installé dans les voitures. Franck Genozo, Djibrine Belaïli. En cas de freinage trop tardif, ce geste peut sauver des vies. Citroën Urgence, j'écoute. C'est l'appel d'urgence, un système qui permet de localiser au mètre près un véhicule accidenté. Vous vous trouvez actuellement enclos des Bénédictins à Bourges. L'appel peut être émis de deux façons, manuellement ou en cas de déclenchement d'un airbag. Il transite ensuite vers un central téléphonique qui contacte le véhicule. Deux solutions, soit les passagers sont conscients et demandent ou non des secours, soit ils ne répondent pas et les secours sont alors envoyés sur place, le tout en moins d'1 minute. Il facilite 2 fois le travail des pompiers, une fois en précisant exactement la localisation de la voiture et une deuxième fois en apportant toutes les informations utiles qui permettent de qualifier l'appel, donc ils envoient les secours adaptés. Donc je vais vous demander de démarrer le véhicule avec la clé. Pour arriver à ce résultat, les constructeurs automobiles travaillent en prise directe avec les secours, comme ici au Congrès national des pompiers. L'objectif, les informer des dernières innovations qui facilitent leur travail en cas d'accident. L'appelant sait quasiment jamais où il se trouve, se souvient très rarement de la commune qu'il vient de passer. Problème, le système est souvent en option et coûte cher, près de 2 000 €. 100 000 véhicules en sont équipés pour l'instant. Les constructeurs étudient également d'autres pistes en transmettant par exemple des informations qui facilitent la désincarcération. Ici, il n'y a pas de problème ici, sur le pied avant. Ici, il faut couper plutôt en haut pour ne pas se retrouver en face des renforts. Et à l'arrière, il faut plutôt couper soit en haut, soit en bas. Un effort de formation qui devrait permettre demain de sauver encore plus de vies. Le rapport annuel de l'OCDE sur l'éducation dans les pays développés. La France est plutôt mal classée pour l'enseignement supérieur, les universités, mais elle figure en bonne place pour le secondaire. À l'aide de ce comparatif, les experts s'attachent aussi à répondre à plusieurs questions sur l'influence du nombre d'élèves par classe ou encore sur le temps passé en cours. Et vous allez le voir, leur rapport va à l'encontre d'idées communément admises. Laurent Di, Jean-François Renaud. Ce rapport de l'OCDE, c'est la mort de 4 idées reçues. La première, plus les classes sont petites, meilleurs sont les résultats. Eh bien c'est faux. Le Japon ou la Corée du Sud ont des classes de plus de 30 élèves, ce qui ne les empêche pas d'obtenir d'excellents résultats scolaires, en mathématiques par exemple. En France, il y a en moyenne 23 élèves par classe et nos résultats ne sont pas meilleurs. Deuxième cliché, plus on passe de temps en classe, plus on apprend. C'est encore faux. À l'appui, l'exemple des pays nordiques. Entre 7 et 14 ans, les élèves finlandais passent 800 heures par an à l'école. C'est presque 300 heures de moins que les petits Français. Et pourtant, les Finlandais trustent les places d'honneur dans les classements. Troisième préjugé, les enseignants français sont plutôt bien payés. Toujours faux, la France n'occupe que le 21e rang sur 30. Après 15 ans de carrière, les enseignants gagnent en moyenne 28 500 € par an en France, comptez plus du double au Luxembourg, à ancienneté égale. Enfin, quatrième idée reçue, plus un pays dépense pour son école, meilleurs sont les résultats. Ce n'est pas forcément vrai non plus. En République tchèque, les 7 premières années d'enseignement d'un élève coûtent 32 000 € au total. Sur la même durée, les États-Unis dépensent plus de 95 000 €. Malgré cela, les jeunes tchèques obtiennent de meilleurs résultats que les Américains. La France se trouve dans la moyenne en ce qui concerne les dépenses et les résultats, sauf peut-être après le bac. Nos universités sont mal classées à cause d'une trop faible dépense pour ce secteur, explique l'OCDE. La France qui est confrontée à une difficulté dans l'enseignement primaire, un phénomène constaté depuis plusieurs années qui ne recule pas. À l'entrée en 6e, un élève sur 6 ne sait pas lire et écrire correctement. Pourtant, les spécialistes de la pédagogie sont persuadés qu'en repérant ces enfants assez tôt, il est possible de les remettre sur les rails. Des expériences sont en cours. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry, Annie Triboire. Bonsoir. Ulysse s'est fait un. Ils sont en CM1 et la lecture est une torture. À l'école du village, c'est comme à la ville. Les mêmes statistiques. En fin d'élémentaire, 5 à 6 élèves ne savent pas lire. Et c'est pour ces enfants en difficulté qu'Yves Théry, le rééducateur, vient 2 fois par semaine à l'école. Il suit Arnaud depuis la maternelle pour ses problèmes de comportement. Tout à l'heure. Est-ce que tu as été puni à l'école? Ah oui. Pourquoi?
Parce que je faisais des bêtises. Tu faisais quoi comme bêtises? Je me rappelle plus. Avec Yves, l'enfant joue, mais sans en avoir l'air, il travaille. Il apprend à mieux lire, à écouter, à se concentrer, à respecter les règles. 2 tours. Ah bon? Oui. Ah, c'est pas pareil, un tour ou 2 tours? Un tour. Un tour. C'est parce que c'est toi qui le décides ou c'est la règle? Je sais pas. Tu sais pas? Essayons de vérifier. Alors, case café, tiens, regarde. Sur cette case, ne bouge pas, attends simplement le tour suivant. Donc j'attends le tour suivant. Arnaud, c'était un enfant qui était agité, qui avait des problèmes à respecter les règles, en classe, à la maison, un peu instable, qui avait du mal à avoir une pensée sur une longue durée, claire, concise. Et il nous montre là qu'il est capable de tenir une séance assez longue, avec motivation, de respecter les règles, de lire, chose qui n'était pas si évidente pour lui avant. Arnaud progresse, sa famille en est régulièrement informée. Tu crois que tu es plus un grand maintenant? Je sais pas. Non? Je sais pas. Tu as plus confiance en toi, tu sais que tu es capable. Oui ou non? Oui? Oui ou non? Oui. Alors? Un petit peu. Un petit peu. 15% des élèves sont en échec scolaire à la fin du primaire. Ils ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture. Pour les maîtres spécialisés et les psychologues de ce réseau d'aide aux élèves décrocheurs, ce n'est pas une fatalité. La difficulté, disent-ils, est passagère, souvent liée aux circonstances de la vie. Encore faut-il ne pas la considérer comme une maladie. Il y a quelques années, on disait qu'un enfant qui bougeait beaucoup dans la classe, c'était un enfant anxieux, voire même carrément un emmerdeur. Bon, et puis voilà, on essayait de trouver des solutions. Maintenant, on lui colle un médicament. On l'appelle hyperactif et on lui colle de la Ritaline. Et je trouve que c'est grave. Ce psychologue scolaire aide les enfants auxquels la vie joue parfois un sale tour. Il y a 3 ans, le beau-père d'Alicia est décédé. Elle a perdu pied à l'école. Comme c'était mon beau-père qui me faisait mes devoirs. Pendant 3 ans, elle a été soutenue par les maîtres spécialisés. Elle entre aujourd'hui en 6e, filière professionnelle, mais sans oublier combien ces dernières années de primaire furent un calvaire. J'écoutais, mais je comprenais pas. Quand ceux-là m'ont dit que je redoublais, ça m'a fait beaucoup de la peine parce que j'étais la seule à redoubler. Comment tu vois l'avenir? Comment tu te vois plus tard? J'aimerais bien être esthéticienne. Oui, c'est vrai, mais dis donc, c'est ce que tu disais aussi l'année dernière, t'as pas changé d'avis. Hein? T'as confiance quand même? La confiance, c'est la clé. Pour André Agar, il faut rassurer l'enfant en difficulté, ne pas vouloir en faire le premier de la classe, juste lui redonner le goût d'apprendre et de choisir la bonne filière. 80% des enfants qu'il suit parviennent à surmonter l'échec scolaire. C'est un grand classique de la vie économique et sociale française. Le déficit de la Sécu n'a pas diminué. Il a même atteint un record l'an passé avec plus de 13 milliards d'euros. C'est le constat implacable de la Cour des comptes qui épingle la sécurité sociale et les politiques de santé menées ces dernières années. La Cour présidée par Philippe Séguin parle d'échec des tentatives du gouvernement pour modifier les comportements des médecins comme des patients. Elle ne se prononce pas toutefois sur la réforme en cours. Hier, on évoquait cette liste de 221 médicaments qui ne seront sans doute plus remboursés. Eh bien, l'Agence française de sécurité des produits de santé indique que 5 médicaments seront carrément retirés du marché. Il s'agit des immunostimulants, ces produits censés renforcer nos défenses immunitaires et qu'on prend souvent à la veille de l'hiver. Nicolas Châteauneuf, Mustapha Tafnil. Il y a 2 ans, Marianne Garcia-Bourg contractait une pneumonie. Depuis, son pneumologue lui prescrivait régulièrement des cures de Biostime, un médicament censé renforcer ses défenses immunitaires. Je ne peux pas me payer le luxe d'avoir une bronchite ou une pneumonie parce que le temps, ce qui arrive très souvent maintenant, est passé de 30 à 15 degrés. Et le Biostime, c'était la solution? Je pense qu'en tout cas, c'est une solution qui m'a convenu. Problème, dans un mois, les boîtes de Biostime, IRS-19, Imocure, Imudon et Ribomunil seront retirées de la vente. Trop d'effets secondaires pour peu d'efficacité selon les autorités sanitaires. Les pharmaciens en délivré des millions chaque année. Ils comprennent mal la mesure. Les retirer, oui, si on veut, mais je pense quand même qu'on aura du mal à faire passer le message à la population. Les immunostimulants étaient également utilisés chez l'enfant pour prévenir les bronchites et rhinopharyngites à répétition. Pourtant, certains médecins refusaient de les prescrire. Il n'y avait pas de travaux rigoureux, scientifiques,
prouvant que ces médicaments avaient un réel effet chez l'enfant. Qu'ils aient des effets dans des tubes à essai ou sur des cellules, ça c'est sûr, mais on n'a pas d'études bien menées qui montraient que ces enfants, ceux qui les prenaient, par rapport à ceux qui prenaient rien du tout ou un placebo plutôt, allaient plutôt mieux. Comment expliquer que ces médicaments aient parfois été prescrits pendant des dizaines d'années? Pour l'Agence des produits de santé, les règles ont changé. Les critères qui nous permettent d'évaluer le bénéfice et le risque des médicaments ont beaucoup évolué ces dernières années et sont beaucoup plus rigoureux. Les immunostimulants seront retirés de la vente le 24 octobre. Les patients qui ont déjà commencé une cure sont invités à contacter leur médecin. Une décision de la Commission européenne qui fait des vagues, c'est le cas de le dire. L'interdiction de pêcher l'anchois dans le golfe de Gascogne sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. L'Espagne s'en félicite, mais la France proteste. Les pêcheurs de Vendée et de Loire-Atlantique parlent de condamnation à mort. Pour un certain nombre d'entre eux, l'anchois représente la moitié, voire les 2/3 du chiffre d'affaires. Ils contestent que les stocks d'anchois soient en diminution. Jour J-4 en Allemagne. C'est dimanche que les électeurs choisiront leur nouveau chancelier. Image ici d'Angela Merkel, la favorite qui a tenté de rassembler son camp aujourd'hui, un camp divisé sur les projets de politique fiscale au moment où les sondages indiquent une remontée des sociodémocrates de Gerhard Schröder. On a évoqué la personnalité d'Angela Merkel, le débat sur les 35 heures. Ce soir, nous poursuivons notre voyage dans la société allemande avec l'environnement. L'Allemagne est en avance sur ce sujet et une ville incarne cette prise de conscience. Fribourg, le maire est un vert, il y a de la pelouse sur les toits et on recycle même la vapeur d'eau chaude après la douche. Loïc Delamornay, Éric Mézy, envoyés spéciaux. Bien sûr, il y a 7 poubelles de tri différentes, dont 3 pour le vert. Vert blanc, vert brun et vert vert. Bien sûr, il y a un supermarché bio à prix abordable. Et bien sûr, il y a peu de voitures. Mais ça, c'est le b.a.-ba de l'écologie en Allemagne. Il y a mieux. Bienvenue à Fribourg, vision futuriste d'une cité écologique. Ce quartier d'avant-garde couvre à 70% tous ses besoins en énergie grâce aux éoliennes et autres panneaux solaires. Andreas Deleske habite dans ce qu'on appelle une maison passive. Objectif, ne gaspiller aucune énergie. Triple vitre pour une bonne isolation, comme le montrent ces 3 reflets. Recyclage des vapeurs de la cuisine et de la salle de bain pour le chauffage. Et la surprise du chef. Voici un concept de toilette alternative, avec des WC sous vide d'air comme dans les avions. Ça consomme moins d'eau. Et là, on a tout notre circuit de recyclage. Air chaud, air froid, eau grise qu'on peut filtrer comme l'eau de la douche, eau noire des toilettes, ça on ne la recycle pas. Et puis on est aussi en train de construire un bioréacteur. Bioréacteur, c'est-à-dire utiliser la fermentation des excréments des toilettes pour produire du gaz et faire chauffer son thé. Avec tout cela, les habitants ne paient que 114 € par an pour tous leurs frais d'énergie. Électricité, gaz, chauffage. Ici, l'écologie, ce n'est pas une utopie. Des Français sont même venus y vivre. Ça marche, on voit que ça fonctionne et je pense que quand les gens n'auront plus envie de payer leur litre de diesel ou de super à 1,50 € ou à 2 €, on commencera à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme énergie alternative ? Les habitants de Fribourg ne croient pas aux miracles, juste aux idées simples, comme par exemple avoir de la pelouse dans sa maison. Enfin, sur sa maison, ici les toits plats sont obligatoirement recouverts d'herbe pour favoriser l'isolation et le retraitement des eaux de pluie. Les sciences avec la fabrication du plus grand télescope spatial jamais réalisé. Il possède un miroir géant de 3,50 m de diamètre et il est conçu en France, à Toulouse. L'engin sera lancé en 2007 et permettra, si tout va bien, de scruter la formation des premières étoiles. Patrice Pelé, Mathias Second, sur place. Dans son berceau, comme un bébé, c'est une pièce magnifique, unique en son genre. Avec 3,50 m de diamètre, voici le plus grand miroir spatial du monde. Coefficient de réflexion, 98%. Il sera placé ici, à l'avant du futur télescope infrarouge qui portera le nom d'Herschel. 10 ans de réflexion, 4 années de fabrication, et plutôt que le verre trop lourd, c'est finalement en carbure de silicium en céramique qu'il a été conçu. Il aurait dû donc peser 1,5 tonne, il ne fait que 300 kg. La fabrication en un seul morceau de ce miroir est impossible. Il a fallu procéder à la réalisation de 12 pétales qui ont été assemblés par brasage les uns avec les autres. Et ensuite, la surface obtenue a été rectifiée et polie pour obtenir ce miroir. Le miroir de l'Agence spatiale européenne fouillera les endroits obscurs de l'espace, à l'intérieur desquels, pour le moment, on ne voit rien.
Mais grâce au rayonnement infrarouge récupéré par le télescope, on devrait revisiter l'univers. Herschel va permettre aux scientifiques de comprendre mieux la formation des étoiles et la formation des galaxies à partir des étoiles, qui est un processus qui a démarré depuis 12 milliards d'années, mais qui depuis est en permanente évolution évidemment. Le lancement du télescope Herschel est programmé pour 2007. Par moins 200 degrés, il devrait fonctionner 4 ans. Ensuite, le beau miroir ira se perdre dans l'espace. Les vendanges, on a beaucoup dit que le climat était morose, les campagnes contre l'alcoolisme touchent aussi effectivement les vignerons, d'où l'initiative d'un viticulteur près de Béziers, un vin faiblement alcoolisé, très faiblement même, 9 degrés. Problème, ce vin est tout simplement hors la loi. Véronique Gaglione, Pascal Ponce. Le problème avec les nouveaux cépages, c'est qu'ils font vite un vin à 14 ou 15 degrés. Et ces vins-là mettent la tête à l'envers, comme dit François Pugibé. Alors il a voulu innover, produire un vin qui se vendrait mieux, avec les mêmes raisins, mais allégé en alcool. L'alcool masque d'abord un certain nombre d'arômes, perturbe et puis est un goût fade et amer. Quand on l'isole, on se rend compte que pendant longtemps je me suis demandé ce que j'aimais pas dans le vin, mais maintenant je peux dire que c'est le trop d'alcool. La solution, c'est le fils qui l'apporte, ingénieur agronome inspiré par des méthodes américaines. Il a acheté pour 30 000 € cette machine à désalcooliser. Elle est à l'origine conçue pour dessaler l'eau de mer. Mais là, sous forte pression, c'est le vin qui est filtré. À chaque passage, il perd 2 degrés d'alcool. La manière, pour l'instant, n'est pas conforme. Elle utilise un appareil, l'osmoseur inverse, qui utilise des membranes et il est important d'étudier l'innocuité de ces membranes pour la santé publique. Le vin à 9 degrés est donc recalé pour l'instant. Le temps de l'expérimentation, de 1 à 3 ans, il sera vendu uniquement en France. Là, à l'heure actuelle, il y a une commande qui porte sur 16 000 bouteilles en Allemagne qui est complètement bloquée jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à une autorisation en bonne et due forme fournie par la répression des fraudes françaises. Sur les tables ici, on le découvre, plus apprécié en déjeuner léger qu'en dîner d'épicurien. C'est un vin de comptoir uniquement, ou un vin d'apéro pour manger une tapas, et voilà. Il a un petit côté, pétillant. Ce vin-là trouvera plus facilement une clientèle étrangère s'il passe le cap de l'expérimentation. La réouverture ce week-end du Grand Palais pour les Journées du patrimoine, on en a parlé ici même. Le monument parisien est resté 13 ans fermé pour travaux. Il s'agit d'un fleuron de l'architecture des années 1900 et il a vu passer le siècle, le XXe siècle. Michel Montpontet, Philippe Luzzi. Une nuit de septembre dans les rues de Paris. La cerise tant attendue est arrivée. Une énorme cerise en fait, pour un énorme gâteau. À l'intérieur de ces caisses, 2 bijoux de l'art du XVIIe siècle. Les globes de Coronelli. L'ultime décoration pour une fin de chantier. Prestigieuse. Le Grand Palais, chef-d'œuvre de l'art déco. Le Grand Palais et sa verrière magique. Le Grand Palais plus que centenaire et qui renaît aujourd'hui, sans rien oublier de son histoire. Le Grand Palais est né avec le XXe siècle. Comme lui, on le voulait artistique et moderne. 20 ans plus tard seulement, on y organise pourtant déjà des courses équestres. Étonnant, non? Mais le Grand Palais ne fait rien comme tout le monde. Le salon de l'automobile, inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. Il faudra que le ministre de la Culture du général de Gaulle, Malraux, fasse les gros yeux pour que l'art retrouve enfin droit de cité. Et puis vint cette fatale matinée de novembre 93 avec un boulon qui tombe du haut de la verrière sur les visiteurs. L'accident est évité, certes, mais de justesse. Le coupable, le Grand Palais, est fermé, engrillagé, condamné. Mais le ministère de la Culture ne l'entend pas ainsi. Un chantier qui va durer 13 années commence alors. Témoin privilégié de ces travaux pharaoniques mais républicains, Claude Metton, compagnon couvreur, arpenteur des 6000 mètres carrés de zinc de la toiture, et pas peu fier. Je l'ai toujours dit, même pour les compagnons, c'est peut-être un des métiers où quand on a fini quelque chose, il reste quelque chose. On n'a pas travaillé pour rien. C'est vrai que 15 000 mètres carrés de verrière changés pour rien, cela aurait été dommage. Et cette verrière, qui pèse à elle seule 1200 tonnes, a dû être soulevée
de 7 mm par des vérins pour retendre cet acier. Les travaux d'Hercule à côté ont l'air d'une blague. Mais au bout de ce chantier, entre ciel et acier, le Grand Palais va être rendu aux Parisiens et à leurs visiteurs. Il pourra alors reprendre sa causette avec sa voisine, la fière Tour Eiffel. Le Grand Palais, donc, où vous découvrirez plus d'images ce soir dans l'émission de rentrée des Racines et des Ailes, avec Louis Laforge qui prend le relais de Patrick de Carolis des Racines et des Ailes, à partir de 20h50 sur France 3. La disparition de Vladimir Volkov, l'écrivain d'origine russe qui avait rencontré le succès avec Le Retournement, ce roman d'espionnage paru en 1979, une œuvre marquée par la théologie et précisément l'espionnage. Vladimir Volkov avait 72 ans. Deux images de sport avec du football et la première journée de la Ligue des Champions. Et d'abord la sensation à Lyon qui a dynamité la prestigieuse équipe du Real Madrid, privée il est vrai de Zidane et de Ronaldo. 3-0, 3 buts en 10 minutes, dont 2 sur coup de pied arrêté, sur coup franc, signé Carou, Juninho et pour le dernier, Viltord, une belle reprise de volée aux 8 mètres. Et puis dans le même groupe, ce but un peu loufoque à ce niveau de la compétition, Rosenborg qui a battu les Grecs de l'Olympiakos 3-1 avec donc cette balle qui rebondit au-dessus de la tête du gardien et qui rentre dans la cage. Rosenborg recevra Lyon à la fin du mois. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet avec une France coupée en deux, soleil au sud, grisaille au nord, 21h le tuteur avec Roland Magdan, un épisode inédit, 1h-5 dernier journal Laurence Piquet, 1h20 démo de minuit Philippe Lefay, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux. On se quitte sur ces images de chasse au trésor au large de Saint-Nazaire. Un canon en bronze avec des armoiries et un morceau d'épave a été remonté à la surface. Des pièces très rares selon les spécialistes. Il pourrait s'agir d'un navire de la Compagnie des Indes. À demain.